La violence qui répond à la violence, donner au bien-être de la personne qu'on aime la priorité, notamment sur le bien de la communauté ou même de la morale, voilà les thématiques qui sont les fondations de cet épisode et plus largement de cette série. Je vous rappelle que cette analyse sera emplie de spoilers et donc il faut avoir vu l'épisode 5 sorti ce samedi exceptionnellement pour regarder la vidéo sereinement. Je me demandais si la saison n'avait pas éventuellement, je n'en sais rien, atteint son meilleur épisode avec le 3e, mais cet épisode 5 vient clairement jouer des coudes pour se hisser potentiellement à la première place. On y trouve une intense émotion, un jeu d'acteurs exemplaire et en outre une séquence d'action vraiment excellente qui a demandé 3 semaines de tournage de nuit. Comme d'habitude pour ce commentaire, je m'appuie notamment sur le podcast officiel de la série pour explorer l'épisode et le décortiquer pour vous et avec vous. Les premières minutes en mode flashback sur le renversement de la Fedra de Kansas City viennent illustrer avec une ambiance digne d'une mauvaise hallucination cette idée d'une terreur qui en chasse une autre et de ce cycle de la violence. Kathleen, comme la décrivent les showrunners, c'est un peu une animatrice de jardin d'enfants à la tête de la terreur de la Révolution française. De mon côté, avec cette séquence des indiques de la Fedra qu'on trouve en prison, j'ai pensé aux collaborateurs qui ont été exécutés en France au moment de la libération. La question n'est pas de s'apitoyer sur leur sort, mais de prendre conscience de toute la différence que cela fait de mettre un visage sur un corps et de mettre en image ce qu'est une exécution sommaire. On peut constater que l'humanité de The Last of Us est totalement morcelée en tribus et la notion du nous contre eux n'a jamais été aussi puissante, une tendance qui se développe déjà peut-être par certains aspects dans les rapports entre les gens actuellement, notamment au travers des dérives des réseaux sociaux. Toute cette introduction aux côtés de Henry et Sam fonctionne à merveille et permet de souligner que leur rencontre avec Joel et Ellie en fin d'épisode 4 ne doit presque rien au hasard. C'est une idée de Craig Mazin que Sam soit sourd pour donner une dynamique différente aux interactions des deux frères et éviter la redite par rapport à la relation entre Joel et Ellie. Une idée qui vient aussi renforcer la dépendance de Sam envers son grand frère Henry, tout en ajoutant une spécificité au petit monde qu'ils se sont construits à deux. Trouver un jeune interprète pour Sam n'a pas été chose facile, mais l'excellent Kayvon Woodard a finalement auditionné, sachant que l'acteur est sourd lui aussi et qu'il avait 8 ans au moment du tournage. Le lien extrêmement puissant entre ces deux frères, tout comme l'équilibre délicat entre le besoin d'être rassuré et la nécessité de connaître une vérité crue, voilà qui parvient en quelques minutes à susciter un attachement émotionnel fort du spectateur envers ces deux personnages. On retrouve aussi l'échappatoire via l'imaginaire super-héroïque pour ne pas désespérer, tout simplement, une caractéristique de plus, outre l'interprétation d'un naturel confondant qui vient nous rendre Sam et Henry extrêmement crédibles et sympathiques. La rencontre des deux groupes et leur collaboration qui s'installe, qui s'instaure à petits pas est une véritable bulle d'oxygène, comme si on retenait notre respiration en restant dans chacun des duos de façon isolée. Et la mise en scène parvient à saisir tout l'intérêt pour ces deux duos d'élargir leurs cercles respectifs et par là même leurs horizons possibles. Cela vient s'exprimer visuellement par l'ouverture soudaine du champ de vision alors qu'ils sont au sommet de l'immeuble qui leur permet d'observer les alentours. Et il s'agit de la scène la plus lumineuse et porteuse d'espoir sans doute, même si on en aura une autre plus tard sous terre. Jusqu'à présent, Ellie était uniquement celle dont il fallait prendre soin, mais tout à coup, elle devient aussi celle qui peut participer à prendre soin de quelqu'un d'autre, de Sam. Quant à Henry, il va bien sûr reconnaître en Joel un homme capable du pire physiquement, ce qui lui fait cruellement défaut, du moins dans l'action. En effet, le pire, on peut se demander si Henry ne l'a pas déjà commis en vendant ce leader presque messianique de la résistance, en le vendant à la Fedra, mais pas pour rien, en échange d'un traitement contre la leucémie qui menaçait d'emporter Sam. En termes de dilemme moral pour Henry, difficile d'imaginer pire situation. L'écriture de l'épisode vient proposer comme une anaphore de schéma relationnel avec la répétition du rapport fraternel qu'on a chez Joel et Tommy, chez Henry et Sam, mais aussi chez Kathleen et son frère, celui qui a été vendu par Henry. Et justement, Kathleen va justifier ses actions par l'amour pour son frère perdu,
lui qui avait pourtant demandé de pardonner Henry depuis sa cellule. Un frère protecteur dont la perte aurait pour effet le désenchantement du monde et la quête de sens chez Kathleen pour tenter de combler ce vide maintenant que la boîte douillette de ce souvenir de chambre d'enfance a été fracassée et laissée grande ouverte. À ce moment, Perry, le second de Kathleen, pourrait jouer le rôle du dernier garde-fou, mais tout au contraire, il va valider son obsession de vengeance en lui garantissant le soutien du groupe qu'il représente, car c'est elle qui a véritablement fait bouger les choses. Kathleen n'a pas la capacité à dépasser sa propre obsession, ni l'empathie nécessaire pour se mettre à la place d'Henry. Elle va mener les survivants tout droit à leur perte, en ne choisissant justement pas la bonne priorité. Sur la question des différences et des ressemblances, les showrunners confient que leur idée n'est pas de rester le plus proche possible, ni de volontairement beaucoup s'éloigner du jeu, mais tout simplement de concevoir la meilleure série possible à partir de cette histoire, ce qui me semble plutôt sensé. Je ne vais pas m'appesantir, encore une fois, sur l'omniprésence du jaune et du vert dans la série, dans sa colorimétrie, mais on retrouve ces couleurs jusque dans ce lieu préservé, cette ancienne école qui va offrir une dernière parenthèse paisible au petit groupe de 4. Ce que j'ai apprécié dans la capacité de l'épisode à prendre en défaut nos réflexes de spectateurs aguerris, c'est que justement, les tunnels étaient bel et bien vides, et donc Henry avait raison, alors que franchement, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait des infectés. Une capacité de surprise qui fonctionnera nettement moins bien sur le final de l'épisode, même si l'impact n'en reste pas moins dévastateur, on va y revenir. On a un rapide clin d'œil via un dessin sur le mur de cette cachette désertée à un certain Ish, cet homme qui aurait guidé la survie de la communauté des tunnels. D'après mes recherches, puisque je n'ai pas joué au jeu, il s'agit d'une référence à des notes qu'on peut trouver dans le jeu, notes qui sont elles-mêmes un clin d'œil à Isherwood, le personnage principal d'un roman post-apocalyptique de George R. Stewart, paru en France en 1951 sous le titre « La Terre demeure ». On en vient à la séquence du sniper suivie de l'arrivée de la meute de Kathleen, et je dois dire que j'ai vraiment adoré toute cette portion de l'épisode qui apportait un niveau d'action vraiment bienvenu pour établir les enjeux de survie dans ce monde post-apocalyptique. Ce tireur embusqué n'est qu'un vieil homme qui en a sans doute assez de vivre et qui fait reposer un fardeau de plus sur les épaules déjà bien chargées de ce pauvre Joel. Ce cul-de-sac urbain qui sert de théâtre à tous ces terribles événements a été construit spécifiquement pour la série. Et comme je vous le disais, 3 semaines harassantes de tournage nocturne, des centaines de personnes, notamment les infectés qui sont incarnés par des acteurs portant des prothèses, même si la magie de Weta FX vient s'y ajouter de manière indécelable pour un résultat d'ensemble vraiment excellent. Et on a enfin sous les yeux la preuve de la puissance dévastatrice d'une vague d'infectés malgré les nombreuses armes automatiques qui leur font face. Le choix d'y ajouter un bloater était bienvenu, je pense, cela vient diversifier le bestiaire et ajouter une dose de danger supplémentaire. Et si je dis bloater pour le gros infecté, c'est que je ne connais pas la traduction, c'est la raison aussi pour laquelle je parlais des clickers, le terme original du jeu en VO plutôt que des claqueurs dans les précédentes vidéos. Tout le concept de Joel qui doit couvrir Ellie, Sam et Henry à distance fonctionne vraiment bien, je ne sais pas si la séquence est exactement la même dans le jeu, mais c'est vraiment une excellente idée de scène. Malgré le sacrifice de Perry qui a tenté de garder la tête sur les épaules jusqu'à la fin, Kathleen ne s'est pas enfuie, trop obsédée qu'elle était par sa quête de prétendue justice. Et pourtant, Kathleen savait que Sam allait mourir sans médicaments, elle connaît les motivations de Henry, ce qui la rend encore plus impardonnable dans sa chasse à l'homme sans une once de pitié. Alors qu'elle a professé la violence et souligné que des enfants mouraient sans arrêt, c'est l'ironie du sort qu'une enfant clicker vienne la terminer. Une enfant infectée dont le design a été posé par Young Nam, le designer original des claqueurs du jeu vidéo, détail qui tue, la triste créature porte le t-shirt d'une émission enfantine américaine, Blue et ses amis. Là où l'effet de surprise de l'épisode ne fonctionne plus, pour moi du moins, c'est qu'il était franchement couru d'avance que Sam ou Henry se seraient fait mordre durant la séquence sous la voiture.
Mais j'en viens maintenant à ce comic book avec ce slogan « Endure and Survive », une formule sur laquelle la série se permet un peu d'autodérision, mais sans s'attaquer au message fondamental de la série et de ses mots. Comme l'explique Neil Druckmann, le scénariste du jeu et le co-showrunner de la série, il s'agit d'une BD qui donne de la perspective sur ce qui se passe dans la diégèse de la série, tout comme dans Watchmen avec la BD dans la BD. Lorsque Sam va se confier à Ellie qu'il considère comme une grande, une sauveuse potentielle, elle va essayer justement d'être la super-héroïne du comic book. Elle se rêve un pouvoir pour sauver Sam, mais elle ne peut tenir aucune de ses promesses, que ce soit celle de le sauver ou de rester éveillée à ses côtés. Et à bien y réfléchir, cet échec à sauver Sam va venir mettre Ellie dans la peau de Joel. Ellie espère une forme de rédemption peut-être pour les événements de son passé qui n'ont été que vaguement évoqués quand elle disait avoir déjà tué quelqu'un. Et donc Ellie a voulu peut-être avoir encore une dernière croyance enfantine, un peu naïve, celle que son sang pourrait vraiment protéger Sam. Quand Ellie se réveille, si Sam ne réagit pas quand elle lui parle alors qu'il est déjà infecté, c'est parce qu'il est resté sourd, tout comme Sam l'était avant d'être infecté. Est-ce la confirmation qu'il était encore un peu conscient à l'intérieur de ce corps qu'il ne contrôle plus, comme dans un état de cauchemar éveillé dans lequel va sombrer Henry un instant plus tard, après avoir tué son frère? Je n'ai pas la réponse, mais l'interrogation de Sam est véritablement terrifiante. Sur la tombe que Joel leur a creusée, sans doute pour tenter d'apporter une forme de deuil à Ellie, celle-ci dépose l'ardoise magique avec écrit dessus « I'm sorry ». Et rappelez-vous, un peu plus tôt, Joel confiait à Henry que c'était plus facile pour les enfants car personne ne compte sur eux, mais Sam lui comptait sur Ellie, et cela vient totalement emporter le peu d'innocence qui pouvait encore lui rester, ce qui s'exprime par le fait que c'est elle qui lance le mouvement du départ. Pour Joel, cette expérience, c'est une sorte de mise en garde sur le risque de revivre ce qu'il a vécu 20 ans auparavant avec la perte de Sarah, sa fille. Je pense que vous serez d'accord avec moi, un épisode dévastateur, digne d'une grande série dramatique post-apo. Mais bon, mieux vaut avoir quelque chose pour se changer un peu les idées après l'avoir vu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à laisser un pouce en l'air, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode 5. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut!